Alors bonjour, Euh, on va parler aujourd'hui de contenu sur les plans d'échantillonnage, fondement des inventaires végétaux. C'est des contenus théoriques qui vont être utiles tout au long de la session. C'est des contenus aussi qui sont disponibles dans les notes de cours. Vous avez accès à la même présentation en format PDF. Ici, je rajoute quelques commentaires audio pour peut-être désennuyer ou changer un peu, faire quelques éclaircissements si ça peut aider. C'est important d'avoir consulté ces contenus-là avant le cours 4 parce que on va prendre pour acquis que les notions abordées dans ces présentations-là sont maîtrisées par vous autres. On va essayer de faire ça le plus rapidement possible. C'est quand même des contenus probablement que vous avez déjà vus pour la grande majorité. Il n'y a rien de très sorcier dans toute cette présentation-là. Ce qu'on va survoler, donc une petite révision de plan d'échantillonnage, des techniques d'évaluation de la végétation, donc quelles sont les mesures qu'on peut prendre quand on fait de l'inventaire de la végétation, autant des mesures qualitatives, quantitatives que semi-quantitatives. Puis finalement, là, il y a une petite section sur la détermination de l'aire minimale, qui est une méthode pour savoir quelle superficie on doit échantillonner, quelle taille devrait avoir notre échantillon quand on évalue la végétation. On repart avec la démarche scientifique. Quand on parle d'un inventaire forestier, un inventaire de la végétation, ça s'inscrit toujours dans le cadre d'une démarche scientifique, donc on doit répondre à une question, à un problème. Généralement, on va poser une hypothèse, on va avoir une ou des hypothèses sur la solution au problème ou la réponse au problème. On va ensuite s'activer, on va faire de la recherche, donc ça va passer autant par l'observation, l'expérimentation, qui est la prise de données un peu comme telle, la documentation. Là, on va aller voir qu'est-ce qui s'est fait ailleurs aussi sur les sujets similaires. Modélisation, c'est des calculs statistiques, aller vérifier si nos données sont précises, sont justes, si elles s'accordent avec également les autres recherches du genre. On va produire des résultats qu'on peut afficher sous forme de tableaux, de graphiques, de chiffres également. On va les interpréter, on va aller chercher à interpréter, donc à analyser nos résultats pour en tirer des conclusions. Puis finalement, la conclusion va souvent être l'objet de s'il y a des erreurs dans notre démarche, on va pouvoir recommencer des activités de recherche. Ça va peut-être nous amener de nouvelles hypothèses si on a infirmé les hypothèses qu'on avait établies dès le départ. Puis parfois, ça va amener d'autres questions, donc d'autres problèmes, donc ça va amorcer une nouvelle démarche scientifique. Donc c'est un processus qui est toujours itératif, qui va toujours être continu. Dans le cadre de la session, les 3 grands projets qu'on va faire, on va toujours un peu suivre cette démarche-là. Parfois, on va axer plus sur une section qu'une autre, mais à travers la session, c'est sûr qu'on va passer à travers l'ensemble de la démarche. Un peu à votre insu, on ne parlera pas nécessairement tout le temps en fonction de ce graphique ici. Je reviens vraiment à la base. Donc, pourquoi est-ce qu'on inventorie? Quels pourraient être les problèmes posés qui nous mènent à faire un inventaire de la végétation, un inventaire forestier? Tout d'abord, pour des études d'impact, s'il y a des projets de développement industriel, installation d'un nouveau pont, n'importe quoi, on doit vérifier si ça va avoir un impact sur l'environnement. Donc, il faut connaître l'environnement, donc il faut un inventaire. Évaluer des populations d'insectes. Vous avez probablement entendu parler qu'on est actuellement dans une grande épidémie de TBE, la tordeuse des bourgeons de l'épinette. Si on veut savoir si l'épidémie est en déclin, est en essor, faut faire des évaluations, des inventaires. Évaluer les volumes de bois récoltés, ça c'est un sujet peut-être plus forestier, mais si on veut savoir dans une forêt, quel est le volume à récolter, comment on peut acheminer de bois si on récolte cette forêt-là à une usine, ça prend un inventaire, on ne peut pas juste y aller à l'œil. Si on a fait un reboisement, évaluer la survie des plants, il faut se rendre sur le terrain, il faut faire un inventaire. Encore une fois, dans une plantation, si on a besoin de dégager, débroussailler, donc là, si ça fait quelques années que notre plantation a été faite, on veut protéger notre investissement, donc on va vouloir dégager les plants de la compétition. Encore une fois, ça prend des mesures pour vérifier si ça vaut la peine, si l'investissement est nécessaire et justifié. Connaître le territoire, l'évolution des types forestiers, donc
le grand inventaire de connaissances qui permet la fabrication de la carte écoforestière, c'est un inventaire de connaissances du territoire. La recherche, ça reste un domaine où il y a beaucoup de données qui sont prises, vérifier si, essayer de nouvelles pratiques sylvicoles, de nouveaux traitements, de nouvelles façons d'aménager la forêt. Il faut se documenter avant de généraliser des nouvelles pratiques. Recherche sur les impacts du climat, la pollution, c'est tous des éléments qui vont avoir un impact sur la végétation, sur sa croissance. Donc si on veut vérifier, qualifier l'impact, on va faire des recherches, on va pratiquer la démarche scientifique, bref. Petit rappel de plan d'échantillonnage, donc quelles sont les caractéristiques d'un plan d'échantillonnage? Tout d'abord, sa représentativité. Pour qu'il soit représentatif, rappelez-vous qu'il doit être sélectionné aléatoirement, un échantillonnage probabiliste, très important. Sa structure, donc le type, est-ce qu'il sera aléatoire simple, aléatoire systématique, stratifié? On se rappellera quelles sont ces différentes structures-là. La taille, autant la taille de l'échantillon que le nombre d'échantillons qu'on va faire. Ça n'a pas d'influence avec la représentativité. Tout dépendant du sujet d'étude, la taille va être en conséquence. Son efficacité, on veut toujours économiser, donc autant les ressources humaines, donc ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend des moyens pour aller faire de l'inventaire, pour aller faire un échantillonnage. Donc on veut toujours avoir le meilleur ratio coût versus précision. Petit rappel sur le probabilisme. Qu'est-ce que le probabilisme? Sur quoi ça repose? C'est sur une sélection aléatoire. Donc rappelez-vous que quand on veut un inventaire qui est valide au point de vue statistique, sur lequel on va avoir seulement une erreur due à l'échantillonnage et non une erreur due au choix humain. On va parler d'un inventaire probabiliste qui implique une sélection aléatoire dans laquelle on estime l'erreur due à l'échantillonnage. Versus un échantillonnage non probabiliste qui lui a une sélection non aléatoire. Donc si je choisis les sujets à inventorier, il va avoir un biais possiblement qui va empêcher d'estimer l'erreur due à l'échantillonnage. Il va ajouter d'autres erreurs. Donc un échantillonnage probabiliste implique une sélection aléatoire. Le type, la structure de plan d'échantillonnage la plus simple, c'est aléatoire simple. Donc on fait vraiment une sélection parmi tous les individus. Un autre échantillonnage, c'est l'aléatoire systématique. Lui qui va être pratique pour évaluer des gradients. Par exemple, un gradient ici en altitude. Si je fais le relevé de végétation du bas vers le haut de la montagne ou de mon axe altitudinal, je vais remarquer des variations. Donc ce qui est important, c'est d'avoir un point de départ sélectionné aléatoirement. Puis après ça, sur mon axe, je peux faire des relevés, par exemple, à chaque 10 mètres d'élévation. Donc c'est ça la composante systématique, c'est d'utiliser un pas fixe sur un même axe, sur un même transect, sur une même ligne. On pourrait avoir aussi un échantillonnage aléatoire systématique en deux axes. Donc ici, remarquez qu'il y a une espèce de grille dans notre disposition des parcelles ou des points. Donc il y a un axe nord-sud et un axe est-ouest. Un échantillonnage aléatoire stratifié est un petit peu plus complexe. Quel est l'intérêt d'utiliser cet échantillonnage-là, qui est d'ailleurs très utilisé dans le milieu forestier? C'est qu'on va subdiviser notre forêt, une population qui est hétérogène, en sous-populations, ou qu'on va appeler les strates. Par exemple, ici à la forêt école, on va stratifier selon la forêt mixte, M, forêt feuillue, F, forêt résineuse, R. Imaginez si je veux faire la moyenne de la densité du bouleau à l'échelle de la forêt. On peut se douter qu'on va avoir une moyenne assez faible parce que j'ai plus de forêts qui sont à dominance résineuse que de forêts à dominance feuillue. Cependant, si je m'intéresse à la moyenne de bouleau dans les peuplements feuillus, elle va être beaucoup plus forte que dans les peuplements résineux. Donc si on étudie des variables forestières, ça peut être intéressant de séparer en groupes qui sont plus homogènes, puisqu'une forêt, par définition, c'est assez hétérogène. Ces strates-là, ils vont être justement homogènes, ils vont être exclusifs, donc on va vraiment les traiter de façon séparée. Et à l'intérieur de chacune de ces strates-là, on va faire un inventaire qui est exhaustif.
Donc on va faire un inventaire complet, réparti aléatoirement à l'intérieur de chacune des strates. Donc vous voyez, ici j'ai stratifié, j'ai 3 parcelles par type de couvert, donc j'ai 3 parcelles dans mon peuplement feuillu, 3 parcelles dans le peuplement mixte et 3 parcelles dans les peuplements résineux, ce qui va me permettre d'aller chercher une moyenne et des statistiques pour chacune des strates, et les résultats vont être plus précis. Ça va prendre moins de parcelles pour aller chercher une précision sur ma moyenne. Ici, un échantillonnage aléatoire simple, donc vous voyez que les points ont été disposés dans cette forêt-là vraiment de façon aléatoire, il n'y a pas d'espacement systématique. En fait, l'avantage principal, c'est que c'est le plan d'échantillonnage le plus simple. On garoche des points sur un territoire, ça nous fait notre plan d'échantillonnage. Cependant, les inconvénients, tout d'abord, il va toujours avoir des points qui vont être inutiles. Par exemple, ici, mon point au milieu du lac, je pense pas que j'aille l'échantillonner. S'il y a des éléments de la végétation qui est plus rare à l'échelle de la forêt, il y a des chances que je ne réussisse pas à la capter. Voilà, des fois ça va prendre aussi beaucoup plus de points pour aller chercher la précision. Donc, échantillonnage aléatoire simple. Ici, vous reconnaissez l'échantillonnage aléatoire systématique. Donc, un point de départ qui est sélectionné aléatoirement. Puis, sur ce, on va tracer une ligne, tracer un transect avec toujours la même orientation. Donc ici, l'orientation, par exemple, elle est nord, nord-sud. Et avec un pas régulier, je vais venir inventorier, faire une prise de mesure, faire une micro-parcelle ou une parcelle. Donc, composante aléatoire, c'est le point de départ, et systématique, c'est le pas régulier sur une même ligne. Ici, j'ai un échantillonnage aléatoire stratifié. On pourrait même dire qu'il est systématique en plus, puisque mes points de départ sont aléatoires. On reconnaît le transect avec l'échantillonnage systématique, et on a stratifié selon les parties régénérées ou non régénérées de la forêt. Donc ici, on a une seule strate qui est échantillonnée. Si on voulait échantillonner l'autre strate qui est non régénérée, on tracerait des transects dedans aussi. Une autre forme de stratification qu'on connaît plus, qui est plus couramment utilisée, c'est la stratification écoforestière. Ça fait 3 cours qu'on en parle, donc si nos peuplements forestiers qui sont homogènes en termes de groupement d'essence, type de couvert, densité, hauteur, âge, on peut utiliser ces critères-là pour stratifier notre forêt et placer nos points aléatoirement à l'intérieur de cette stratification-là. Donc ici, j'ai des points dans les dominances résineuses et des points dans les dominances mixtes, donc que je vais traiter à part lors du traitement de données. Ça, c'était les échantillonnages probabilistes, donc ce sont tous des plans d'échantillonnage qui sont valides et qu'on vous encourage à utiliser, qu'on utilisera dans le cadre du cours. Ici, quelques exemples des contre-exemples en fait d'échantillonnage non probabiliste. Donc, petite mise en situation, on écoute Radio X, on nous demande de participer à un sondage. Les résultats du sondage, 100% des gens aiment ce poste de radio. Est-ce que c'est un échantillonnage qui est valide? Évidemment, non. C'est un échantillonnage volontaire, donc seulement les gens qui écoutent la radio et sûrement ceux-là qui sont les intéressés ou interpellés par ce poste de radio-là vont appeler. Donc, résultat non valide, l'échantillonnage n'est pas représentatif d'une population. Un autre exemple, on nous demande de caractériser une berge au bord du lac Mistassini, le grand lac ici. En fait, il y a le lac Albanel et le lac Mistassini ici. Vous vous dites, au diable, c'est ben trop loin, je vais le faire au bord du lac ici. Donc, vous êtes dans le parc de Chibougamau. C'est ben trop loin, je ne me rendrai pas. Je vais le faire ici. Personne ne va s'en rendre compte. Est-ce que c'est valable? Ben non, c'est un échantillonnage commode. C'était pour nous arranger, pour nous couper un peu de route, qu'on a décidé de faire notre échantillonnage là. C'est pas valide. Monsieur le professeur, où estimerons-nous la surface terrière à l'aide du prisme? Je vous réponds. Là où mon casse est tombé. Est-ce que c'est bon? Non, puisque c'est un échantillonnage à l'aveuglette, reste que l'endroit où je marche, mon rayon d'action où je lance mon casse,
n'est pas nécessairement déterminé aléatoirement sur la population, sur la superficie de la forêt. Donc, ça ne sera pas valide. Autre exemple, vous avez sélectionné aléatoirement 15 peuplements correspondant aux critères désirés selon la stratification écoforestière. Rendu sur le terrain, vous constatez que l'un d'entre eux a été récemment incendié et on ne pourra pas l'inventorier. Sur le chemin du retour, vous vous dites « Viens le chien, celui-là est comme les autres. Gâtons-nous, je vais avoir mon 15e peuplement. » Est-ce que c'est valide? Vous comprendrez que non, puisque c'est un échantillonnage d'unités soi-disant représentatives. On a jugé qu'il était comme les autres, mais est-ce que vraiment la stratification l'aurait sélectionné? Est-ce qu'il se classait vraiment? Mais on ne peut pas en être sûr, c'est choisi, il y a quand même un petit biais humain dans tout ça. Donc, c'est pas un échantillonnage qui est valide. Maintenant, on passe à la deuxième section, comment déterminer la taille des échantillons. On va utiliser la méthode des surfaces emboîtées. Avant de poursuivre, là, juste pour que tout le monde me suive, là, souvent on va désigner des échantillons là, de différentes façons. On va des fois parler de cadran, de parcelle échantillon, placette ou place, placette échantillon, place échantillon, micro-parcelle, micro-placette. Ce sont tous des termes qu'on va employer pour désigner l'échantillon, la façon, vraiment l'unité d'échantillonnage sur le terrain. Dans le cas d'un échantillonnage systématique, ben, on va regrouper les échantillons au sein d'une grappe, d'une virée, d'un transect, qui sont l'axe qu'on va suivre pour distribuer nos échantillons. Donc, je reviens à la méthode des surfaces emboîtées. Qu'est-ce que ça nous permet? Ben, ça nous permet de déterminer l'aire minimale qui, elle, correspond à la surface la plus petite à échantillonner pour que les résultats contiennent l'ensemble des caractéristiques de la communauté. Donc, on cherche la plus petite superficie qui va contenir l'ensemble de la variabilité de la population à l'étude puis de la variable à l'étude. Ce qu'on veut, c'est pas dépasser une certaine dimension qui ferait juste accroître l'effort, donc augmenter la charge de travail sans augmenter la précision des résultats. On cherche une balance, un meilleur rapport effort-précision. Puis pour déterminer cette superficie minimale-là, on va utiliser la méthode de la détermination courbe-espèce. Voilà. Donc, à quoi ça consiste? Ben, on commence avec par exemple une superficie de 1 mètre carré. Et là, dans ce cas-ci, je vais déterminer le nombre d'espèces à l'intérieur de ma superficie. Donc, dans mon premier petit cadran, mon première petite parcelle de 1 mètre par 1 mètre, de 1 mètre carré, j'ai dénombré une espèce. Je double ma superficie. Donc, je suis rendu à 2 mètres carrés à inventorier. Et là, j'ai repéré 3 espèces différentes. Je double encore 4 mètres carrés, 7 espèces dénombrées. Je double, donc vous comprenez le principe, j'arrive à 12. Je double encore 13 espèces. En doublant 14 espèces, en doublant 15 espèces et en doublant 15 espèces encore. Qu'est-ce qu'on observe? Ben, au début, à chaque fois qu'on double, on augmente quand même considérablement le nombre d'espèces dénombrées. Et à un moment donné, plus on augmente la superficie, puis remarquez que passer de 64 mètres carrés à 128 mètres carrés, l'échantillonnage est quand même beaucoup plus exhaustif, la superficie échantillonnée commence à être assez considérable, et pourtant, on ne remarque pas l'apparition de nouvelles espèces. Donc, si on reporte ça sur un graphique, ça va donner une espèce de courbe comme ça qui va plafonner. Ce qu'on veut, c'est justement ce plafond-là, c'est placer notre superficie de l'échantillon, notre surface échantillonnée, au début du plateau, ce qui correspond justement à la superficie où on a le maximum de variabilité dans une superficie minimale. Donc ça correspond à la surface pour laquelle la courbe R espèce prend une direction plus ou moins horizontale. Maintenant, j'espère que ça va pour ça. S'il y a jamais des questions là, qui vous apparaissent, notez-les, on en reparlera en classe. Quelques méthodes, quelques techniques d'évaluation de la végétation, donc comment on va prendre des données, quelles informations on va recueillir dans l'inventaire de la végétation, quels sont les genres de manipulations qu'on va faire, ou quels sont les genres de variables qu'on va aller inventorier. Ben, il y a des méthodes qui sont qualitatives, on va parler de la sociabilité, de la dispersion,
Les méthodes quantitatives, dénombrement, fréquence, densité, surface terrière, biomasse, répartition en fonction du temps, et des méthodes semi-quantitatives qui vont être un hybride entre les deux, qui vont souvent être l'objet de classes. On les repasse une par une. Donc la sociabilité, le degré de groupement des individus d'une même espèce, donc est-ce qu'ils sont dans la population répartis de façon isolée, en petits groupes, en tâches, en tapis discontinu ou continu. Donc vous voyez la figure, pas plus de temps là-dessus, là, ça semble assez simple. La dispersion, donc comment se dispersent les organismes à l'intérieur des limites de la population, donc ça peut être aléatoire, ça peut être en agrégat, ça peut être de façon uniforme. Donc, imaginez une plantation de pin gris où la distance est toujours la même. Donc, on aura une distribution qui est uniforme. Vous comprendrez que les distributions uniformes sont plus souvent qu'autrement artificielles, l'œuvre de l'homme, que l'œuvre de la nature. Donc, l'espace est assez régulier entre les plantes. En agrégat, pensez à cette petite fougère, le polypode de Virginie, qui va peupler seulement les endroits où ses chances de survie sont les meilleures. Dans son cas, ce sont les blocs erratiques, des affleurements rocheux. Donc, il va former de petites colonies bien serrées, mais très localisées dans l'espace. Et finalement, passer au pissenlit qui, lui, ses semences vont être déplacées par anémochronie de façon très aléatoire, donc sa distribution dans l'espace va être aléatoire. On tombe dans les mesures quantitatives, donc ici un dénombrement des espèces. Donc par exemple, je vous demande de faire la liste des espèces qu'on retrouve dans cette tourbière dans le rayon de 10 mètres. Généralement, on ne fera pas juste le dénombrement, je ne vous ferai pas juste compter le nombre d'espèces différentes, je vais vous demander de me les lister, donc les énumérer, donc les Vaccinium, Gaultheria, Camédaphné, Calmia, Rhododendron. On fait une liste exhaustive de tout ce qu'on a trouvé. La fréquence. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le nombre d'occurrences d'une espèce, par exemple, sur le nombre d'échantillons qu'on a évalués. Ici, par exemple, j'ai deux échantillons, j'ai deux parcelles, et j'ai remarqué la présence de mon petit lichen dans seulement une des deux. Donc la fréquence sera de 50%, 1 sur 2. En inventaire plus forestier, on va parler de la fréquence. Quand on parlait de la fréquence, on va souvent parler de stocking, qui est synonyme. Et un type d'inventaire qu'on fait souvent, ben, c'est des grappes avec 10 microparcelles ou des transects avec 10 microparcelles. Dans ces microparcelles-là, ben, on va vérifier la présence ou l'absence, par exemple, d'un semis d'épinette noire. Donc ici, les parcelles vertes sont celles où on a remarqué la présence du semis d'épinette noire, et les rouges, il était absent. Donc la fréquence, rappelez-vous, c'est le nombre d'occurrences sur le nombre d'unités échantillonnées. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 présences sur 10 échantillons. Donc j'ai un stocking ou une fréquence de 70%, de 7 sur 10. La densité, là il faut que je connaisse la taille de mon échantillon. Donc ici, j'ai un échantillon qui fait 1 mètre de côté, donc sa superficie sera 1 mètre carré. 1 fois 1 égale 1 mètre carré. J'ai 2 individus dans ma parcelle. Donc la densité sera de 2 individus par mètre carré. Donc la densité, c'est un nombre d'individus par unité d'air. Un autre exemple de densité, dans une parcelle circulaire, typique de ce qu'on va utiliser dans la norme de stratification écoforestière. Donc ici, c'est une parcelle de 5,64 de rayon, dans laquelle on va dénombrer les épinettes blanches qui ont été reboisées. Rappelez-vous que la densité, c'est le nombre d'individus par unité d'air. Donc, il faut dénombrer des individus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et il faut déterminer l'air. Donc, si j'ai un rayon de 5,64 mètres, la formule de l'air d'un cercle, pi r au carré. Donc, ma densité sera 6 divisé par pi fois le rayon au carré. 6 sur 100 mètres carrés. Si je vais ramener ça à l'hectare, qui est une mesure d'air fréquemment utilisée en foresterie, ça va me donner 600 épinettes blanches à l'hectare. La surface terrière, on en a parlé la semaine dernière au Toboski. C'est une mesure qui va exprimer un peu la densité d'une forêt. C'est une mesure de superficie, donc c'est la surface. Donc ça va être la surface de l'arbre. Donc c'est comme si on découpait son tronc à 1,30 m, donc à la hauteur où on va évaluer
avec le prisme. Donc si on découpe les arbres à cette superficie-là, à cette hauteur-là, on mesure toute la superficie des troncs à 1,30 m, on fait la somme, mais ça va nous donner une valeur, donc une valeur en mètres carrés qu'on va rapporter sur la superficie échantillonnée, ici par exemple 1 hectare. Donc ça va nous donner une valeur par exemple en mètres carrés, par exemple 20 mètres carrés à l'hectare de surface terrière, et ça va nous donner une idée de la densité de la forêt. C'est d'ailleurs un critère là, qui est fréquemment utilisé en aménagement forestier, et en aménagement faunique, on va souvent déterminer par exemple l'habitat de la génotypée. On détermine les critères, ses besoins en fonction de la densité des peuplements, puis la densité on l'évalue en surface terrière. La biomasse, ça c'est la masse totale sèche à un moment donné. Donc si j'arrive dans une forêt, je récolte tout ce qui est matière ligneuse, je le fais sécher, je pèse le tout, mais c'est ça ma biomasse. Donc ça pourrait être pour un organisme vivant, ça pourrait être pour une masse d'insectes aussi, ou une masse juste de feuillage, de branches, juste le volume transformable. Donc la biomasse peut prendre différentes formes. Et encore une fois, il faut le ramener par unité de surface. C'est une unité, là, en fait, il y a plusieurs études qui vont utiliser la biomasse comme technique d'évaluation parce que c'est très exhaustif, c'est très précis comme mesure. On va par exemple étudier l'effet des incendies, des insectes sur la production de biomasse à l'échelle d'une forêt. La productivité, là c'est si on s'intéresse on pourrait parler d'accroissement aussi, donc quelle est la variation dans la biomasse par unité de temps. Donc ici j'ai une forêt qui, à l'année 30, a produit 20 mètres cubes. Donc ici j'ai un mètre cube, c'est une unité de volume. Donc ma biomasse c'est un volume aussi, ça peut être un poids ou un volume. Et à l'année 70, donc 40 ans plus tard, j'ai maintenant 60 mètres cubes. Donc il y a eu un accroissement de 40 mètres cubes en 40 ans. Donc pendant les 40 années, la productivité forestière, l'accroissement a été de 1 mètre cube par année. Encore une fois, c'est une donnée qui est très intéressante et très suivie là, quand on étudie, quand on modélise la croissance de la forêt. L'évaluation du recouvrement. Donc ici, je vais par exemple déterminer, je vais diviser mon unité en 25 sous-parties et je vais regarder combien de parties sont occupées par mon espèce. Donc ici, 12%, j'ai 3 carrés sur 25 qui sont occupés par mon petit lichen. Donc j'ai 12% de recouvrement. C'est un peu le même principe que la densité qu'on a évaluée dans la stratification écoforestière. Est-ce que mon couvert forestier faisait plus de 80%, de 60 à 80, de 40 à 60? Donc c'est une mesure de recouvrement aussi dans ce cas-là qu'on va utiliser. On tombe dans les mesures semi-quantitatives. Donc ici, on va parler de classes de coefficients d'abondance-dominance. Le plus célèbre, le plus utilisé en végétation, c'est le coefficient de Braun-Blanquet, qui lui va nous donner pour une série de coefficients quel recouvrement ça va occuper à l'intérieur d'une population. Par exemple, si je détermine que j'attribue la cote I à une espèce, ça veut dire que dans toute ma superficie échantillonnée, par exemple dans 1 hectare, j'ai repéré un individu. Si j'ai indiqué un petit plus, elle était peu abondante et il y avait un faible recouvrement, donc même pas 1%, mais elle était présente et plus qu'une fois. Et ainsi de suite, avec des cotes de 1 à 5. Donc, une cote, pourquoi on dit que c'est des semi-quantitatives? Parce qu'ici, on a une cote, une classe, donc la classe 3 représente une unité quantitative, donc un recouvrement de 25 à 50%. Ici, illustré autrement, donc faible recouvrement jusqu'à très fort recouvrement. Donc ça peut vous illustrer un peu le principe de cette variable-là. Donc ça fait le tour des techniques d'évaluation de la végétation qu'on va utiliser en courant de session. Je vous invite là, à relire vos notes de cours, prendre vos questions en note, puis ça me fera plaisir de vous éclairer en classe la semaine prochaine. Voilà, je voulais faire ça court, là, pas trop vous occuper, donc j'espère que j'ai quand même été assez clair et que ça vous aura aidé.
Nous y arriverons.